Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Est-ce qu'il y a un peu de Jouvet dans ce que vous dites? Il faut mettre un peu de comédie dans sa vie ou un peu de vie dans sa comédie? Je suis très heureux que, à l'occasion de notre échange, ça veut dire d'essayer d'apporter quelque chose à l'autre et de prendre de l'autre quelque chose. C'est ça, en fait, il est à l'image du théâtre, notre échange, qu'on évoque Louis Jouvet, parce que Louis Jouvet reste pour moi, puisque je le considère comme le père de Jean-Louis Barrault et de Jean Vilar, de Patrice Chéreau, d'Antoine Vitesse, de Pierre Dux, de tout le monde. C'est-à-dire que sans Louis Jouvet, je ne pense pas qu'au XXe siècle, le théâtre aurait pu, pour la France, être le plus grand ambassadeur de sa culture. Ce que Louis Jouvet a fait est absolument incroyable. Il est dans les tranchées. Il est jeune pharmacien. Il est dans les tranchées en 1917 et il meurt. Il meurt pas dans les tranchées. Tout d'un coup, ses blessures et tout, il est sauvé. Il est démobilisé. Il va aux États-Unis. Et aux États-Unis, Louis Jouvet réinvente le métier de comédien, de metteur en scène, de décorateur, de maquilleur, de costumier. Il fait tout. Il revient en France. Il est à l'image de Molière. Et tout d'un coup, cet homme qui est beau, qui est séduisant, il faut jamais l'oublier. Cet homme, Louis Jouvet, qui va mourir à 61 ans. Il reste plus que quelques années à Patrick Bruel, à Vincent Lindon et à cette génération, à Gad Elmaleh. Non mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que ce Louis Jouvet revient en France et il va révolutionner le théâtre. Il va révolutionner le théâtre parce qu'il va faire comprendre que l'œuvre, et en particulier bien évidemment celle de son dieu Molière, que l'œuvre théâtrale n'est pas seulement justement de la déclamation sur scène et de faire semblant de... Au contraire, il va faire comprendre que l'œuvre théâtrale y participe le public. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand il va révolutionner le décor, avec Christian Bérard, par exemple l'École des femmes, où ce mur s'ouvre en deux, et où tout d'un coup, que ce soit dans les décors ou dans les costumes, il a compris que le spectateur de théâtre pouvait se faire sa propre mise en scène. Les mises en scène de Jouvet étaient en fait des propositions pour faire rêver par la beauté du décor et des costumes, et qui n'avaient rien à voir avec une réalité, avec un réalisme. Il faisait rêver les gens. Et à partir de ce moment-là, exactement comme un navigateur avec l'ancre du bateau, il les tenait dans ses filets, et le spectateur suivait, même avec une langue aussi noble que celle de Jean Giraudoux, cette langue de poète, le spectateur suivait la pièce comme s'il en faisait partie. C'est ça, la grande révolution de Jouvet. Avant Jouvet, les acteurs, les Talma, les Sarah Bernard, les Frédéric Lemaître, le spectateur ne faisait pas partie du spectacle. Il était en admiration. Or, Jouvet nous a fait comprendre que le spectateur faisait partie de la pièce. Alors ça, c'est totalement différent. C'est la vraie révolution. Parce qu'on se retrouve non plus là devant un public admiratif, mais devant un public complice. Oui, c'est ça. Et d'où le théâtre populaire de Jean Vilar, d'où Molière, d'où Barrault. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas la culture, qui se croyaient pas assez ceci ou pas assez cela pour aller, j'y comprendrai rien, moi, Racine, Corneille, Shakespeare, excuse-moi, que ça me fout. Non, moi je veux voir un western. Il se trouve que tout d'un coup, ils ont compris qu'ils avaient le droit à cette culture. Et que tout d'un coup, cette culture, non pas, faut bien le comprendre, leur était offerte, mais leur appartenait. Parce que ces pièces de Molière, ces vraies grandes pièces de Tchekhov, de Pirandello, partaient du peuple, et non pas, comme à l'ancienne, étaient comme des présentations de galas des rois, des empereurs, des grandes figures. Là, vous l'avez parfaitement dit au début, Molière est entré dans la légende
Parce qu'il s'agit, comme pour la légende des siècles de Hugo, de la légende des hommes, de ceux qui sont partis de rien. Et la beauté, comme on sait qu'on va tous mourir, c'est que la beauté de ces poètes, de ces écrivains d'âme que sont les acteurs, ils écrivent avec leur âme. La beauté de tous ces gens-là, de tous ces artistes, c'est tout simplement justement que ils vous font enfin, en vous prenant la main, ils vous font un trajet direct, non pas vers tel empereur, tel héros et tout, mais vers vous-même. Parce que quand on est dans une salle et qu'on assiste aux misanthropes, on se dit quand on est un homme, ouais, je suis aussi faux cul qu'une Oui, inde. c'est ça. Non, j'ai quand même des moments d'Alceste quand même. Ouais, il y a quand même un peu d'Alceste en moi. Et les femmes se disent, mais moi je suis comme Célimène, excuse-moi, j'ai 20 ans, je veux baiser, je veux me marrer, je veux bouffer, je veux vivre, quoi. Arrêtez vos conneries, ça va. Je verrai bien quand j'aurai 40 ou 50. Et d'autres sont dans la peau d'Arsinoé. Espèce d'idiote, c'est pas parce que j'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans que je ne ressens plus les mêmes choses qu'à 20 ans. C'est ça qui est à la fois la beauté et l'humilité du théâtre. Je pense que Molière, Jouvet, Barrault, Villard, tous les autres que j'ai cités, Patrice, Roussillon, tout le monde, je trouve qu'ils ont permis au peuple, et le peuple ça comprend tout le monde, du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut, ils ont permis au peuple de créer lui-même son propre théâtre à l'intérieur de soi-même. Et quand on avance dans la vie, il y a quand même dans le cerveau ce monde absolument incroyable de milliards de cellules. Il y a dans le cerveau des parties qui restent de tout ce qu'on a reçu et qui nous portent à agir d'une autre façon que la façon tellement incroyable, incrédible, imprévisible, avec laquelle on peut, avec haine ou avec peur, basculer d'un côté ou de l'autre. Je suis d'accord, je comprends. Ah, donc et je suis assez d'accord avec vous, si on vous écoute, si on vous lit, d'ailleurs il y a un avant et un après Molière, il y a vraiment une rupture, Molière arrive et change les choses, c'est une vraie révolution. Alors vous n'avez pas le mot révolution, parce que révolution c'est quand même un tour complet, on revient un peu en arrière, mais bon, il n'y a pas de retour en arrière. Si on veut un exemple du théâtre d'avant, c'est quoi? C'est Montfleury qu'on voit dans Cyrano, justement, pour revenir à Cyrano, c'est cette façon de déclamer les choses? Exactement, c'est de l'opéra parlé. C'est insupportable. C'est insupportable. Les acteurs français sont les pires acteurs du monde. Malgré des très grands auteurs comme Racine, comme Corneille à l'époque. Racine, Corneille et Molière ont réussi une trilogie, un trio de complicité avec du mépris de la part de Corneille vis-à-vis de Molière à cause de son frère Thomas Corneille qui était une saleté et qui n'avait pas de talent. Il l'a prouvé puisqu'il a adapté soi-disant Don Juan de Molière pour la comédie française en alexandrin. C'est une catastrophe. Or, c'est lui, ce Thomas Corneille, qui a vécu le plus grand succès du XVIIe siècle. Timocrate, c'est le plus grand succès du XVIIe. Mais justement, ils ont réussi, ces trois-là, à imposer pour les acteurs un jeu qui ouvrait la porte. Alors, si Molière est la médaille d'or, c'est parce qu'il a lui-même été au centre de ce jeu, comme Chaplin, qui a révolutionné le jeu du comédien, où le visage, alors que c'est du cinéma muet, exprime des états d'âme absolument sublimes. Les autres acteurs du cinéma muet sont des statues sans aucune émotion, ridicules. Ils font les yeux gros, ils sont pas des comédiens du tout. Lui était un comédien de Chaplin. C'est la même chose que Molière a fait, donc il mérite vraiment cette médaille d'or. Racine mérite la médaille d'argent parce que Racine, c'est l'incomparable. Molière n'a jamais été foutu d'écrire comme un poète. Il aurait voulu, en fait. Il aurait probablement... Poquelin, peut-être. Oui, Poquelin, voilà. Poquelin, l'écrivain, aurait certainement rêvé d'être un Jean Racine et d'avoir cette langue qui, elle, n'est pas du dialogue, mais était une langue de poète, une musicalité sublissime qui porte l'âme au plus haut. Les interprètes féminines de Racine sont absolument sublimées par cette langue. Mais par contre, Molière, le comédien, n'aurait jamais
était un grand comédien dans l'œuvre de Racine, parce qu'il était tout sauf un poète. Il ne s'élevait pas, il restait au niveau de la terre. Et je pense que si Molière, c'est la terre, si Racine, c'est le ciel, intouchable, Corneille, lui, c'est plutôt la mer. C'est-à-dire que Corneille, c'est un voyage. Corneille, c'est un voyage qui, pour beaucoup de ses pièces, va jusqu'au naufrage, mais pour certaines, nous porte à découvrir l'Amérique en nous. C'est-à-dire qu'il y a un côté Christophe Colomb chez Molière, chez Corneille. Cet homme, par exemple, quand il écrit, parce que c'est vraiment de l'écriture, il ne s'agit pas de poésie du tout, je trouve, chez Corneille. Oui. On ne s'élève pas. Au contraire, on est dans le parler, dans le phrasé, dans la droiture de ce qui est dit. Et c'est vrai que avec Cinna, je trouve encore plus qu'avec le Cid. Le Cid, c'est la perfection à la Beethoven. Mais Cinna, cette pièce imparfaite, au point de vue intellectuel, au point de vue pensée, elle est absolument admirable. Il faudrait la relire. Alors. Admirable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.